je vais commencer par peut-être par me présenter aussi brièvement et par vous donner voilà un peu de ma posture. Donc je suis en effet artiste plasticienne, pluridisciplinaire. Je fais de l'art plastique avec des adultes, des enfants, dans des projets, on va dire, de création personnelle et aussi des collaborations. C'est beaucoup le dialogue artistique qui m'inspire et qui est à la source d'un élan. Voilà, je pratique la danse depuis très longtemps. J'ai du mal à dire que je suis danseuse parce que j'ai cette image très académique des écoles de danse, de l'opéra, etc. Donc j'aime plutôt dire que je suis dansante. C'est-à-dire que je pratique la danse. Après, quel mot voilà, on peut choisir. Voilà, moi je choisis celui-ci, donc je danse et j'ai fait ce film en effet qui s'appelle Femme qui danse, qui est disponible sur YouTube depuis quelques mois. Est-ce que ça va quand je tourne la tête, ça non ça va qui est disponible sur YouTube gratuitement. C'est un film qui parle effectivement de l'expérience, de l'apprentissage d'une danse à tout âge et à quel point c'est une expérience transformatrice pour le corps et pour l'esprit. Donc c'est effectivement pas mal dans le sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Dans ma posture, j'aime bien, en fait, c'est aussi un mot assez décrié, mais j'aime bien le mot de amatrice. Je suis voilà, philosophe amatrice. On peut aussi pratiquer les choses parce qu'on les aime, pas forcément parce qu'on arrive à un degré d'expertise très avancé, ce qui est aussi bien sûr notable, mais voilà, je ne suis pas agrégée de lettres, je ne suis pas agrégée de philosophie. Néanmoins, j'aime lire, j'aime entendre et discuter de philosophie, et donc c'est depuis ce point de vue-là, en fait, d'un amour des textes, d'un amour de la pensée, et de l'envie de partager tous ces écrits que je vous parle. Voilà. Donc s'il y a des agrégés de philosophie dans cette salle et de lettres, ils sont vraiment les bienvenus, et aussi pour intervenir à la fin et corriger ou compléter ce que je dis, parce que moi c'est depuis un point de vue de l'affinité, voilà, dont je parle. Et puis voilà, il y a cette expérience du corps aussi, mais qui est aussi de l'affinité. Donc oui, lectrice, artiste, pluridisciplinaire. Et oui, et comme j'anime des ateliers pour adultes et enfants, j'adore transmettre. Donc ça me fait très plaisir. Voilà, je trouve que aimer un livre, c'est un trésor, et il se double, comme plein de choses, quand c'est partagé. Donc ça me fait très plaisir de partager ces lectures avec vous. Alors oui, la première étape de cette promenade est un peu ardue, mais je vais essayer de la rendre la plus agréable possible, parce que un des points de départ ou du cadre philosophique qui peut me plaire pour parler du corps, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Voilà, là aussi je peux pas vous faire un cours complet du tout. Une des étapes de la phénoménologie, c'est un philosophe français qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle Phénoménologie de la perception, et je vais vous parler de certaines notions. J'ai cru que c'était une bonne idée d'emprunter ce livre qui s'appelle Le vocabulaire de Maurice Merleau-Ponty, et qui est super, mais qui fait une différence dans ses notions entre le début et la fin de son œuvre, et là ça m'a un peu paumé. Voilà. Mais donc s'il y a un spécialiste de Maurice Merleau-Ponty dans la salle, je ne sais pas à quelle période de sa pensée vont se référer à ce que je dis, mais en gros, j'aime beaucoup cette histoire de phénoménologie, et c'est la slide où il y a le plus de texte. Après, je vais surtout raconter, mais là, j'ai besoin du support du texte, et puis peut-être que vous aussi. Le point de départ de la phénoménologie, c'est de dire que c'est de parler de phénomène. Et le phénomène, c'est l'essence de ce qui se manifeste. Voilà, c'est la manifestation. La boîte d'enregistrement, d'une certaine façon, de ces phénomènes, pour la phénoménologie, c'est le corps. Le corps est une boîte d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde et qui rentre par les sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit. La phénoménologie, c'est la description des phénomènes, élucider ce qui se présente à la conscience par l'expérience. Voilà, je dis que c'est une boîte d'enregistrement parce que ça parle de ce qui se passe, et ça parle d'un corps qui perçoit. C'est donc la conscience en train d'apprendre, une perception par les sens, et la conclusion, la déduction, on va dire, de cette posture de la phénoménologie, c'est que c'est par le corps qu'on accède au monde, et que le monde se définit, en fait. Il se définit parce que j'ai des yeux, un nez, une bouche, et c'est ça qui me permet de voir le monde. C'est donc l'acte de sentir qui est premier comme façon d'être au monde,
et qui crée la jonction entre le psychique et le physiologique. Et c'est vraiment un endroit que je trouve intéressant de questionner et qui va être questionné aussi en conclusion. C'est comment on peut parler et vivre cette histoire de corps-esprit qui a été en Occident aussi divisée, entre physique, métaphysique. Là, c'est une manière de faire la jonction des deux en disant le monde existe parce qu'on le perçoit. Et donc quelques citations de Maurice Merleau-Ponty qui dit « Il ne faut pas dire que notre corps est dans l'espace, ni d'ailleurs qu'il est dans le temps, il habite l'espace et le temps. Il les assume activement et leur confère une signification anthropologique. Notre corps est cet étrange objet qui utilise ses propres parties comme symbolique générale du monde, et par lequel, en conséquence, nous pouvons fréquenter ce monde, le comprendre et lui trouver une signification. Le sujet de la sensation n'est ni penseur qui note une qualité, ni un milieu inerte qui serait affecté ou modifié par elle. Il est une puissance qui co-naît, donc qui naît avec, à un certain milieu d'existence ou se synchronise avec lui. C'est ça mon point de départ. Après, on peut broder de plein de manières, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'on habite l'espace, que le corps permet d'habiter l'espace et le temps, et qu'il n'est pas extérieur, en fait. Il n'est pas extérieur au monde, il n'est pas extérieur à l'espace-temps, et il est ce qui lui donne un sens. Donc ça, ce sera à disposition, c'est ardu, mais j'avais envie que ce soit notre point de départ. Et l'homme est la chair du monde, ça c'est aussi une très belle citation. Il y a un lien indissoluble entre la conscience et le corps, la conscience est perception, l'homme est chair du monde, et être, c'est percevoir. La deuxième étape de cette promenade et de cette introduction, c'est que donc, si le corps nous permet d'être au monde, le corps nous permet de le voir, de le percevoir, de l'habiter, on a vu que c'était aussi un point de départ pour lui donner du sens. Sur cette histoire de sens, j'avais envie de vous partager des extraits de cet essai de Nancy Houston qui était dans la bibliographie de Geneviève. Est-ce que certains ont pu le parcourir, le lire un petit peu? Est-ce qu'il y a besoin d'eau, Geneviève? Ça va? Moi, je m'en sers pas. Donc, tout à l'heure. Ouais, c'est qui est une romancière et essayiste, Nancy Houston, franco-canadienne, qui vient du Québec. En France, vous avez peut-être déjà l'évoqué ici, vous l'avez peut-être déjà évoqué ici, ou lu des choses. En tout cas, ses essais sont absolument passionnants. Elle a écrit cet essai, L'espèce fabulatrice, et je vais vous en lire des extraits savoureux. Donc dans son chapitre 1 qui s'appelle « Naissance du sens ». Nous seuls percevons notre existence sur Terre. Ça va le son ? Ouais. Nous seuls percevons notre existence sur Terre comme une trajectoire dotée d'un arc. Dotée de sens, signification et direction. Un arc. Une courbe allant de la naissance à la mort. Une forme qui se déploie dans le temps avec un début, des péripéties et une fin. En d'autres termes, un récit. Au commencement, le verbe veut dire cela. C'est le verbe, l'action dotée de sens, qui marque le commencement de notre espèce. Le récit confère à notre vie une dimension de sens qu'ignorent les autres animaux. Pour cette raison, je mettrai dorénavant à ce sens-là une lettre majuscule. Le sens humain se distingue du sens animal, en ceci qu'il se construit à partir de récits, d'histoires, de fiction. Il ne nous suffit pas à nous d'enregistrer, construire, déduire le sens des événements qui se produisent autour de nous. Non, nous avons besoin que ce sens se déploie, et ce qui le fait se déployer, ce n'est pas le langage, mais le récit. C'est pourquoi nous, les humains, élabore des façons de marquer les temps, le temps, rituels, dates, calendrier, fêtes saisonnières, marquage indispensable à l'éclosion des récits. La narrativité s'est développée en notre espèce comme technique de survie. Elle est inscrite dans les circonvolutions même de notre cerveau. Plus faible que les autres grands primates sur des millions d'années d'évolution, l'Homo sapiens a compris l'intérêt vital qu'il y avait pour lui à doter, par ses fabulations,
le réel de sens. C'est ce que nous faisons tous, tout le temps, sans le savoir, sans le vouloir, sans pouvoir nous arrêter. Parler, ce n'est pas seulement nommer, rendre compte du réel. C'est aussi toujours le façonner, l'interpréter et l'inventer. Toute nomination est un acte magique. Les êtres humains sont des magiciens qui s'ignorent. Qu'apporte donc l'entrée d'Homo sapiens dans le temps, dans le sens, ceci que n'ont pas les singes, un soi. La conscience, c'est l'intelligence plus le temps, c'est-à-dire la narrativité. Elle s'absorbe. On ne naît pas un soi, on le devient. Le soi est une construction péniblement élaborée. Loin d'être toujours là, en attente de s'affirmer, c'est d'abord un cadre vide, et ensuite une configuration mobile en transformation permanente, que l'on ne fixe que par convention. Pour disposer d'un soi, il faut apprendre à fabuler. On l'oublie après commodément, mais il nous a fallu du temps et beaucoup d'aide pour devenir quelqu'un. Il nous a fallu des couches et des couches et des couches d'impressions reliées en histoire. Chansons, contes, exclamations, gestes, règles, socialisation, propre, sale, dis pas ceci, fais pas cela. C'est cela l'humanisation. C'est grâce à elle seulement, petit à petit, qu'adviendra le moi-je. Ces souvenirs seront eux aussi organisés en récits. Le soi est une donne chromosomique sur laquelle sont accrochées des fictions. Devenir soi, ou plutôt se façonner un soi, c'est activer à partir d'un contexte familial et culturel donné, toujours particulier, le mécanisme de la narration. Chaque infime détail de votre expérience entre la vie et la mort requerrait une infinité de temps si vous deviez l'expliquer exhaustivement. Ainsi, Tolstoï, dans sa jeunesse, a une fois tenté d'écrire l'histoire de la journée d'hier et a abandonné au bout de quelques 200 pages, ayant compris qu'il s'était fixé un objectif impossible. Ainsi, pour me faire comprendre qui vous êtes, pour me raconter l'histoire de votre vie, non seulement vous oubliez des millions de choses que vous laissez de côté, non seulement vous oubliez des millions de choses, mais vous laissez de côté des millions de choses. Forcément, vous choisissez les événements que vous estimez les plus saillants, ou pertinents, ou importants, et vous les agencez en récits. Vous fabulez en toute innocence. Par les mêmes procédés qu'emploient les romanciers, vous créez la fiction de votre vie. Et enfin, Freud écoutait médusé le roman familial de ses patients. Sa découverte immense, ce qui est déterminant et ce qui fait sens pour le sujet, et seulement cela. Tous nous échafaudons des romans pour raconter notre séjour sur Terre. Mieux, nous sommes ces romans. Moi, je et ma façon de concevoir l'ensemble de mes expériences. Quand le moi romancier défaille, n'arrive plus à conduire efficacement son travail de construction, d'ordonnance, d'invention, d'exclusion, d'interprétation, la réalité devient du n'importe quoi. Dans les stades ultimes de la maladie d'Alzheimer, par exemple, nous continuons de parler, mais nous cessons d'interpréter. La personne est vivante, mais l'histoire de sa vie est terminée. Pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous marchons. Elle est ce sol, notre soutien dans le monde. Élaborées au long des siècles, ces fictions deviennent, par la foi que nous mettons en elles, notre réalité la plus précieuse et la plus irrécusable. Bien que toutes tissées d'imaginaire, elles engendrent un deuxième niveau de réalité, la réalité humaine, universelle, sous ses avatars si dissemblables dans l'espace et le temps. Hantée sous ces fictions, constituée par elles, la conscience humaine est une machine fabuleuse et intrinsèquement fabulatrice. Nous sommes l'espèce fabulatrice. Voilà pour Nancy Houston. Pardon, c'est peut-être un peu long, j'ai choisi plein de... Voilà, pour rentrer dans ce propos.
Voilà les étapes du reste de la promenade qu'on va faire. Je vais poser la question du narrateur avec 2 textes savoureux, Métaphysique des tubes et Journal d'un corps, de savoir qui est-ce qui raconte quand on parle du corps. Ensuite, promenade avec plein d'étapes en bande dessinée pour illustrer ces 3 manières d'avoir et d'être un corps, avec le corps exalté, le corps altéré, le corps transformé. Et là, il y aura un peu moins de lecture à voix haute et surtout, je vais raconter... je vais pitcher, comme on dit, les bandes dessinées, peut-être pour vous donner envie de les lire. Et ensuite, on reprendra des extraits avec d'autres lectures à voix haute pour la conclusion, avec ce que j'ai appelé le corps imaginal, mais qui est une notion que j'ai découverte hier et en écoutant d'autres choses dans ma voiture à propos de cette notion, je compléterai aujourd'hui. Je compléterai tout à l'heure. Pour ponctuer aussi ce chemin, j'ai choisi des œuvres du poète Henri Michaud, qui sont des encres bien connues ou pas de ce poète, que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'elles sont entre la figuration et l'abstraction. En fait, je trouve qu'elles sont. On a très envie de voir des personnages, des gens qui dansent, qui se promènent sur toutes ces œuvres sur papier et je trouve que ça laisse la liberté à chacun justement d'y voir des personnages ou pas et que ça nous parle de cette ligne de crête entre la physique et la métaphysique qu'on a déjà commencé à aborder. Voilà, alors est-ce que certains parmi vous ont eu le plaisir de commencer à lire le Journal d'un corps ? Oui, j'aime bien. Donc c'est un livre de romancier Daniel Pénac qui est très savoureux aussi, qui propose un projet littéraire tout à fait intéressant en faisant comme si, alors il y a un avertissement au début qui fait comme si c'est vraiment quelqu'un qui avait trouvé ses cahiers d'une personne vraiment connue qui souhaite rester anonyme, donc c'est son amorce on va dire. Et le reste du projet, donc là aussi j'ai une promenade, mais vous me dites si c'est trop long, j'ai prévu des étapes pour parcourir ce livre. Voilà. Donc ça, premier texte, premier extrait, c'est une lettre qu'il écrit à la personne qui reçoit ses cahiers, ce journal d'un corps, et qui est sa fille. Et qui s'appelle Lison. Donc il dit « Le corps est une invention de votre génération, Lison. Du moins quant à l'usage qu'on en fait et au spectacle qu'on en donne. Mais pour ce qui est des rapports que notre esprit entretient avec lui, en tant que sac à surprise et pompe à déjection, le silence est aujourd'hui aussi épais qu'il l'était de mon temps. Quant aux médecins, ceux d'aujourd'hui, le corps, c'est bien simple, ils ne le touchent plus. Ils n'en ont, eux, que pour le puzzle cellulaire, le corps radiographié, échographié, scanné, analysé, le corps biologique, génétique, moléculaire, la fabrique d'anticorps. Veux-tu que je te dise, plus on l'analyse, ce corps moderne, plus on l'exhibe, moins il existe. Annulé, à proportion inverse de son exposition. C'est d'un autre corps que moi, j'ai tenu le journal quotidien. Notre compagnon de route, notre machine à être. Quotidien, c'est beaucoup dire. Ne t'attends pas à lire un journal exhaustif. Il ne s'agit pas d'une recension au jour le jour, mais plutôt à la surprise. Notre corps n'en est pas avare. De ma 12e à ma 88e et dernière année, et ponctuée de longs silences, tu verras sur ces plages de la vie où notre corps se laisse oublier. Mais à chaque fois que mon corps s'est manifesté à mon esprit, il m'a trouvé la plume à la main, attentif à la surprise du jour. J'ai décrit ces manifestations le plus scrupuleusement possible, avec les moyens du bord, sans prétention scientifique. Mon bel amour de fille, tel est mon héritage. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de mon jardin secret, qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. Je te le confie. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et ensuite, quelques étapes. Alors là aussi, c'est très arbitrairement choisi. On pourrait prendre plein d'aspects puisqu'il traite plein de choses. Moi, j'ai choisi de commencer par
par ce texte, donc dans son journal, où il égrène les dates et son âge. Et donc là, on est à 13 ans, 1 mois et 2 jours. Je l'ai fait. J'ai fait tomber le drap de mon armoire et je me suis regardée dans la glace. J'ai décidé que c'était fini. J'ai fait tomber le drap, j'ai serré les poings, j'ai respiré un bon coup, j'ai ouvert les yeux et je me suis regardée. C'est comme si je me voyais pour la première fois. Je suis restée très longtemps devant le miroir. Ce n'était pas vraiment moi à l'intérieur. C'était mon corps, mais ce n'était pas moi. Ce n'était même pas un camarade. Je me répétais, « Tu es moi ? C'est toi, moi ? Moi, c'est toi ? C'est nous ? Je ne suis pas fou. Je sais très bien que je jouais avec l'impression que ce n'était pas moi, mais un garçon quelconque, abandonné au fond du miroir. Je me demandais depuis combien de temps il était là. Je suis restée longtemps à le regarder. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Je suis sortie de ma chambre, je suis allée dans la bibliothèque sur la pointe des pieds, j'ai ouvert le Larousse, j'ai découpé l'écorché à la règle, personne ne s'en apercevra. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai mis le verrou. Je me suis mis tout nu, j'ai glissé l'écorché dans la rainure de la glace et je nous ai comparés, lui et moi. Le fait est que nous n'avons absolument rien à voir. L'écorché est un athlète adulte. Il a les épaules larges, il se tient droit sur ses jambes musclées. Moi, je ne ressemble à rien. Je suis un enfant mou, blanc, à la poitrine creuse, si maigre qu'on pourrait glisser le courrier sous mes omoplates. Nous avons pourtant un point commun. Nous sommes transparents tous les deux. On voit nos veines, on peut compter nos os, mais aucun de mes muscles à moi n'est visible. Je n'ai que la peau, les veines, le mou et les os. Eh bien moi, je vais te défendre. Je te défendrai même contre moi. Je vais te faire des muscles, je vais fortifier tes nerfs, je vais m'occuper de toi tous les jours, je vais m'intéresser à tout ce que tu ressens. 13 ans, 1 mois, 4 jours. Papa disait, « Tout objet est d'abord objet d'intérêt. Donc mon corps est un objet d'intérêt. Je vais écrire le journal de mon corps. » « 14 ans, 9 mois, 21 jours. J'ai le vertige, mais je m'en fiche. Nous pouvons donc empêcher nos sensations de paralyser notre corps. Elles s'apprivoisent comme des animaux sauvages. Le souvenir de la peur ajoute même au plaisir. Ça vaut aussi pour ma peur de l'eau. Je plonge maintenant dans la conque comme si j'avais dompté un chat sauvage. Sauter dans le grain, pêcher la truite à la caresse, nourrir le chat sans peur d'être mordu, ramener le cadet du pré, ce sont des peurs vaincues. Des ponts d'Arcole, aurait dit papa. 23 ans, 6 mois, 4 jours. La consultation a duré 7 minutes. J'en suis sortie terrorisée. Je n'ai pas retenu le quart de ce que le gastro-entérologue m'a dit. Je serais incapable de décrire son bureau. Étrange sidération de la pensée. Vous avez de la chance, un patient s'est décommandé. Je peux vous prendre dans 3 jours. Est-ce la vérité ou m'a-t-il servi ce boniment pour ne pas me dire qu'il y avait urgence? Au lieu de l'écouter, je scrutais son visage. Sec, précis, il m'annonçait que dans 3 jours, il introduirait un tuyau dans mon estomac pour voir ce qui s'y passe. Il n'y avait rigoureusement rien d'autre à lire sur cette tête de spécialiste que cette information-là, mais mon hypocondrie prêtait à chacun de ces traits d'inavouables arrière-pensées. « 33 ans, 4 mois, 17 jours. Sorti ce matin sans m'être assez couvert. Le froid a sauté sur mes épaules et m'a pénétré. Par les grosses chaleurs, j'éprouve la sensation inverse. L'hiver nous envahit, l'été nous absorbe. 33 ans, 4 mois, 18 jours. Être à température, voilà toute mon ambition. » Voilà, c'est la savoureuse langue de Daniel Pénac. 55 ans, 4 mois, 17 jours. Cette petite tache de café sur le dos de ma main, pendant que j'écris. Un brin très dilué. Je la nettoie du bout de l'index.
Elle résiste. J'y ajoute de la salive. Elle tient bon. Une tache de peinture? Non, l'eau et le savon n'y font rien. La brosse à ongles pas davantage. Je dois me résoudre à l'évidence. Ce n'est pas une tache sur ma peau, c'est une production de ma peau elle-même. Une marque de vieillesse remontée des profondeurs. De celles qui parsèment les vieilles figures que Violette appelait des fleurs de cimetière. Depuis quand a-t-elle poussé là? Que je signe des papiers au bureau, que je mange, que j'écrive à ma table, le dos de ma main est presque constamment sous mes yeux, et je n'ai jamais remarqué cette tache. Ce genre de fleur ne pousse pourtant pas d'une seconde à l'autre. Non, elle s'est immiscée dans mon intimité, sans éveiller ma curiosité. Elle a tranquillement fait surface, et pendant des jours, je l'ai vue sans la voir. Aujourd'hui, voilà qu'un état particulier de ma conscience me la montre vraiment. Beaucoup d'autres fleuriront en douce, et bientôt je ne me souviendrai plus à quoi ressemblaient mes mains avant les fleurs de cimetière. 55 ans, 4 mois, 21 jours. Certains changements de notre corps me font penser à ces rues qu'on arpente depuis des années. Un jour, un commerce ferme. L'enseigne a disparu, le local est vide. Le bail a cédé. Et on se demande ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire la semaine dernière. 79 ans, 5 mois, 6 jours. Ce que le deuil fait subir à nos corps. Pendant les 3 mois qui ont suivi la mort de Grégoire, j'ai abandonné le mien à tous les dangers possibles. Je me suis fait casser la figure dans le métro. Boulevard Saint-Marcel, j'ai failli me faire écraser par un automobiliste qui a renversé une poubelle en m'évitant. De retour à Mérac, j'ai fait 2 tonneaux qui m'ont précipité dans le fossé de la Jarretière. Voiture fichue, arcade sourcilière ouverte. Et finalement, un après-midi que je cueillais des champignons, j'ai dévissé sur les pentes de Briac jusqu'à dégringoler sur la route nationale où les voitures roulaient à toute allure dans les 2 sens. « Si tu veux vraiment te tuer, m'a dit Mona, préviens-moi, que nous le fassions ensemble, ou que je parte en voyage. » Mais il n'y avait rien de suicidaire dans ce concours de circonstances. Juste une évaluation erronée du réel, comme si j'avais perdu la mesure du danger, toute appréhension, et d'ailleurs tout désir particulier, comme si ma conscience avait abandonné mon corps au hasard de la vie. Ma chère Lison, te voilà cette fois devant une interruption de 7 ans. Après la mort de Grégoire, l'observation de mon corps a perdu tout intérêt. J'avais le cœur ailleurs. Mes morts se sont mis à me manquer tous ensemble. Au fond, me disais-je, je ne me suis jamais remis de la mort de papa, de la mort de Violette, de la mort de Tigeau, et je ne me remettrai jamais de la mort de Grégoire. La mort nous prive du réciproque, c'est vrai, mais notre mémoire compense vaille que vaille. Du vivant de leur corps, nos morts tissent nos souvenirs, mais ces souvenirs ne me suffisaient pas, c'était leur corps qui me manquait. La matérialité de leur corps, cette absolue altérité, voilà ce que j'avais perdu. Ces corps ne peuplaient plus mon paysage. Mes morts étaient les meubles ôtés qui avaient fait l'harmonie de ma maison. Comme leur présence physique tout à coup m'a manqué, et comme je me suis manqué en leur absence. Il me manquait de les voir, de les sentir, de les entendre ici et maintenant. « 86 ans, 2 mois, 28 jours. » Ouais, ça passe, ouais. Pas ouvert ce journal depuis la mort de Grégoire. 7 ans donc. Mon corps m'est devenu aussi indifférent qu'il ne me l'était dans la petite enfance, quand l'imitation de papa me suffisait en guise d'incarnation. Ces surprises ne m'épatent plus. Les pas qui raccourcissent, les vertiges quand je me lève, le genou qui se bloque, la veine qui claque, la prostate de nouveau rabotée, la voix qui graillonne, l'opération de la cataracte, les phosphènes qui s'ajoutent aux acouphènes, les fatigues subites, la multiplication des siestes. Mon corps et moi vivons la fin de notre bail en colocataires indifférents. Plus personne ne fait le ménage, et c'est très bien comme ça. Pourtant, les résultats de mes analyses me soufflent que le moment est venu de prendre la plume une dernière fois. Quand on a, sa vie durant, tenu le journal de son corps, une agonie, ça ne se refuse pas. Et donc, 87 ans, anniversaire.
l'écorché du Larousse une dernière fois dans la ramure de la glace. Dans le miroir, à côté de lui, moi, Job, sur mon fumier. Bon anniversaire. 87 ans, 17 jours, plus de transfusion. On ne vit pas éternellement au crochet de l'humanité. 87 ans, 19 jours, à présent mon petit dodo, il va falloir mourir. N'aie pas peur, je vais te montrer. Voilà. Journal. Pardon. Vous avez une question ? Non, pas du tout. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, pour ce grand voyage avec Daniel Pénac qui est à la fois très proche et en même temps qui a cette distance savoureuse de comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait et de parler à la personne qui lit, etc. Il y a toute une énonciation, une place du narrateur que j'ai trouvée très intéressante pour remonter un peu des limbes de toute cette trajectoire qui se termine par la mort. On rembobine et on va aller dans quelque chose de plus joyeux avec Amélie Nothomb. Avec Amélie Nothomb, ce livre métaphysique des tubes qui parle avant tout et d'abord de son expérience de bébé et de jeune enfant. Et donc voilà, ça va être plus joyeux, on va dire. Et, j'ai choisi 2 extraits absolument savoureux, que peut-être vous connaissez déjà très très bien, mais que je partage ici. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Je vais essayer de ne pas éclater de rire parce que je trouve que ce texte est incroyable. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir. Il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé. Il n'y avait rien à voir et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point de plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. Son existence n'avait pas eu pour lui de début perceptible. Il était impossible de remarquer le moment où Dieu avait commencé à exister. C'était comme s'il avait existé depuis toujours. Dieu n'avait pas de langage et il n'avait donc pas de pensée. Il était satiété et éternité. Et tout ceci prouvait au plus haut point que Dieu était Dieu. Et cette évidence n'avait aucune importance, car Dieu se fichait éperdument d'être Dieu. Les yeux des êtres vivants possèdent la plus étonnante des propriétés, le regard. Il n'y avait pas plus singulier. On ne dit pas des oreilles des créatures qu'elles ont un écoutard, ni de leurs narines qu'elles ont un sentard ou un reniflard. Qu'est-ce que le regard ? C'est inexprimable. Aucun mot ne peut approcher son essence étrange. Et pourtant, le regard existe. Il y a même peu de réalité qui existe à ce point. Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en ont pas ? Cette différence a un nom, c'est la vie. La vie commence là où commence le regard. Dieu n'avait pas de regard. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquence directe, l'excrétion. Ces activités végétatives passaient par le corps de Dieu sans qu'il s'en aperçoive. La nourriture, toujours la même, n'était pas assez excitante pour qu'il la remarque. Le statut de la boisson n'était pas différent. Dieu ouvrait tous les orifices nécessaires pour que les aliments solides et liquides le traversent. C'est pourquoi, à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il y a une métaphysique des tubes. Slavomir Mrozek a écrit sur les tuyaux des propos dont on ne sait s'ils sont confondants de profondeur ou superbement désopilants. Peut-être sont-ils tout cela à la fois. Les tubes sont de singuliers mélanges de plein et de vide, de la matière creuse, une membrane d'existence protégeant un faisceau d'inexistence. Le tuyau est la version flexible du tube, cette mollesse ne le rend pas moins énigmatique. Dieu avait la souplesse du tuyau,
mais demeurait rigide et inerte, confirmant ainsi sa nature de tube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre, il filtrait l'univers et ne retenait rien. Et ensuite on la retrouve, donc ça c'est le bébé, et on la retrouve à 2 ans et demi, avec toujours cette distance de cette manière si singulière de se positionner comme narratrice. Je passais de longues nuits debout, sur mon oreiller, accroché au barreau de mon lit-cage, à regarder fixement mon père et ma mère, comme si j'avais le projet d'écrire sur eux une étude zoologique. Ils en ressentaient un malaise grandissant. Le sérieux de ma contemplation les intimidait, au point de leur faire perdre le sommeil. Mes parents comprirent que je ne pouvais plus dormir dans leur chambre. On déménagea mes pénates dans un genre de grenier. Cela m'enchanta. Il y avait un plafond inconnu à examiner, dont les fissures me parurent d'emblée plus expressives que celles dont j'observais les méandres depuis 2 ans et demi. Il y avait aussi un fatras d'objets à interroger des yeux. Fin avril, une magnifique nouveauté bouleversa mon existence. On ouvrit la fenêtre de ma chambre pendant la nuit. Je n'avais pas le souvenir d'avoir déjà dormi fenêtre ouverte. C'était prodigieux. Je pouvais guetter les bruissements énigmatiques qui s'échappaient du monde ensommeillé, les interpréter, leur donner un sens. Le lit-cage était installé le long du mur, en dessous de la fenêtre mansardée, et quand le vent écartait les rideaux, je voyais le ciel zinzolin. La découverte de cette couleur me coupa le souffle. Il était réconfortant d'apprendre que la nuit n'était pas noire. La douceur de l'air nocturne coulait par la fenêtre et se déversait droit dans mon lit. Je la buvais, je m'en saoulais. J'aurais pu adorer l'univers rien que pour cette prodigalité de l'oxygène. Mon ouïe et mon odorat fonctionnaient à plein régime pendant ces fastueuses insomnies. La tentation de me servir de la vue n'en était que plus forte. Ce hublot au-dessus de moi était une provocation. Une nuit, je ne pus résister. J'escaladai les barreaux du lit-cage le long du mur. Je levai les mains aussi haut que possible. Elles purent attraper le bord inférieur de la fenêtre. Grisé par cet exploit, je parvins à hisser mon corps débile jusqu'à cet appui. Juché sur mon ventre et mes coudes, je découvris enfin le paysage nocturne. J'exultais d'admiration face aux grandes montagnes obscures, aux toits lourds et majestueux des maisons voisines, à la phosphorescence des fleurs de cerisier, au mystère des rues noires. Je voulus me pencher pour voir l'endroit où Nichio-san pendait le linge, et ce qui devait arriver arriva, je tombai. Il y eut un miracle. J'eus le réflexe d'écarter les jambes, et mes pieds restèrent accrochés aux 2 angles inférieurs de la fenêtre. Mes mollets et mes cuisses étaient allongés sur le léger rebord du toit, mes hanches reposaient sur la gouttière, mon tronc et ma tête pendaient dans le vide. Le premier effroi passé, je me trouvais plutôt bien à mon nouveau poste d'observation. Je contemplais l'arrière de la maison avec beaucoup d'intérêt. Je jouais à me balancer de gauche à droite et à me livrer à l'étude balistique de mes crachats. Au matin, quand ma mère entra dans la chambre, elle poussa un cri de terreur. Au-dessus du lit vide, il y avait la fenêtre au rideau écarté et mes pieds de part et d'autre. Elle me souleva par les mollets, me ramena intramuros et m'administra la fessée du siècle. On ne peut plus la laisser dormir seule, c'est trop dangereux. Voilà, donc démarrons ensemble cette promenade plutôt dans le champ de la bande dessinée, après avoir vu ces 2 grands auteurs vivants, pour voir ce que j'ai appelé le corps exalté. Alors je vais pas forcément vous raconter, vraiment BD par BD, mais j'ai une belle sélection qui correspondait au trésor que j'ai pu trouver à la médiathèque de Loches pendant mon arrivée. J'ai envie de vous parler de cette bande dessinée qui parle du corps dansant avec ce jeune homme allemand, danseur dans les années 50 et qui part d'Allemagne pour aller danser et vivre sa chance, comme on dit, à New York, et qui rencontre d'autres manières de danser avec l'émergence de la danse contemporaine. Je trouve que le dessin capte spécialement bien ce qui peut se passer
voilà, dans une salle de danse, et donc je vous laisse voilà, creuser le sujet si vous le souhaitez, mais je trouve voilà, les dessins très beaux, et puis cette histoire de résilience et d'émancipation aussi avec la danse assez touchante. Ensuite, j'ai envie de vous parler de cette super BD qui s'appelle Suzette, ou Le Grand Amour. C'est l'histoire d'une femme veuve qui perd son mari avec qui elle a vécu toute sa vie, qui est proche de ses petits-enfants, notamment de sa petite fille, et qui décide de se mettre à la recherche de son amour de jeunesse. Et qui vit, qui part en voiture en Italie avec sa petite fille, retrouver cet homme qu'elle a connu quand elle était jeune fille au père en Italie et qu'elle avait 17 ans. C'est une très belle histoire, très touchante, et qui ne fait pas l'impasse sur la question de la pudeur et des histoires d'amour à tout âge. Donc je trouve que c'est particulièrement remarquable pour ça. Alors l'autre qui va se promener, qui est remarquable aussi, qui s'appelle L'obsolescence programmée de mes sentiments, parle aussi d'une histoire d'amour entre deux personnes plutôt âgées, on va dire, enfin. Et introduit un élément un peu fantastique qui fait que peut-être des choses qui seraient pas possibles dans la vie deviennent possibles dans l'histoire d'amour de cette bande dessinée, et là aussi avec une représentation du corps âgé dessiné qui est assez rare, et donc c'est pour ça que je voulais sélectionner. Et elle doit être ici, voilà, merci beaucoup. Voilà, notamment voilà, la nudité aussi, la question de la pudeur et de la nudité qui sont clairement dans le récit. Là aussi une autre très joyeuse manière de parler de la vieillesse et de la mort, avec cette bande dessinée qui s'appelle Ma vie posthume, le corps au-delà, et c'est l'histoire d'une femme qui a un accident mais qui reste d'une certaine manière animée. Elle se rend pas compte tout de suite qu'elle est morte, et elle continue à enquêter parce qu'en fait elle a été assassinée chez elle. C'est un polar humoristique, on va dire. Et donc on la voit avoir cette distance-là par rapport à sa propre mort, par rapport au vivant, par rapport à son vécu aussi, parce que ce qu'elle va trouver dans son enquête va l'amener à revoir autrement, notamment son mari, qu'elle a côtoyé pendant de très nombreuses années, et avec beaucoup d'humour. Voilà. Donc ça c'est aussi un trésor. Et enfin ces deux tomes de cette bande dessinée qui sont aussi super sur l'histoire de la gouvernante de Marcel Proust, voilà, et Céleste Cruchaudet, qui raconte du point de vue de la gouvernante avec son regard à elle, la vie quotidienne de l'écrivain Marcel Proust, et qui lui aussi avait un rapport au corps très très singulier, à la fois corps de l'artiste, parce qu'il était, on le voit, très allongé, très immobile, très maniaque, enfin qu'il y avait plein de manies. Et en même temps, dans sa littérature, voilà, le corps est aussi, les cinq sens sont très présents, très, très minutieux, et cette gouvernante a forcément une place très spéciale, parce qu'elle est un peu la gardienne du temple de l'artiste, quoi. Donc c'est elle qui voit ses habitudes au quotidien, et le noir dans cette bande dessinée est très parle beaucoup de cette atmosphère, voilà, un peu feutrée, voire confinée de l'appartement de Marcel Proust. Donc par exemple, là, on voit qu'au sommet de tout ça, il y a son lit sous cloche, dans une bulle sous cloche. Donc ça parle beaucoup de ça, à la fois l'inspiration et en même temps un corps très contraint par les choix de vie le mode de vie de Marcel Proust. À l'opposé de cette posture-là, cette BD super qui présente la vie de George Sand, qui s'appelle Fille du siècle, et qui là justement montre à quel point elle a eu une vie totale, pour le dire comme ça, où le corps n'était pas du tout laissé de côté. Elle avait un rapport à la nature, une vie amoureuse très riche, et qui sont présentés ici, et notamment à Nohant, on la voit prendre avoir des relations comme ça, corporelles très proches de ces arbres, de la rivière. Dès qu'elle a des moments difficiles, elle va se baigner dans sa rivière, et on voit, cette BD arrive à montrer quel lien
charnel et affectif elle a avec son lieu et comment ça passe par son corps. Donc je trouve ça aussi très touchant. Voilà encore ces magnifiques peintures d'Henri Michaud qui sont entre l'alphabet et la danse. Pour aborder cette deuxième partie de la promenade bande dessinée, notre troisième partie, le corps altéré. La bande dessinée s'empare aussi de sujets graves. Enfin, voilà, là c'était plutôt le sujet amoureux et là c'est des sujets un peu plus graves. On n'a pas cette bande dessinée, mais elle est disponible à Loche et dans plein d'autres bibliothèques. Cette bande dessinée américaine qui s'appelle Néné Chérie raconte vraiment avec une profondeur et en même temps une précision clinique et émotionnelle le parcours d'une femme qui a un cancer du sein et qui fait partie d'une famille où ce cancer se transmet. Donc elle a vécu celui de sa mère, celui de sa grand-mère. Et c'est un récit vraiment... vous faites oui, peut-être parce que vous l'avez lu, mais en tout cas je recommande parce que c'est une manière de parler de la maladie et avec une profondeur introspective rare. Donc, et en même temps de l'humour puisque les dessins sont assez... comment dire, alors enfantin non, mais je saurais pas comment dire, mais il y a une gravité et en même temps une légèreté dans ce livre qui parle pourtant profondément de la maladie et des transformations du corps vu qu'il s'agit de cancer du sein, donc la personne est très affectée. Alors là c'est pas gai non plus, la question du corps en guerre, un classique de la bande dessinée, c'est Persépolis, voilà, de Marjane Satrapi, que vous devez connaître. Je trouve qu'elle parle de cette question du corps dans l'espace public et dans l'espace privé d'une manière absolument incroyable et très parlante, notamment avec le voile, qui est une obligation dans la rue. Elle montre à quel point ça le devient, que ça ne l'était pas, tous les changements à la fois psychiques, vestimentaires et corporels que ça représente, sur cette question du corps qui se fait complètement muser, du corps des femmes dans l'espace public en Iran. Elle montre très bien cette progression. Et toujours avec juste le noir et blanc, et où elle a vraiment révolutionné la BD pour ça, donc c'est un classique à lire. La personne qui a amené les Persépolis nous a aussi amené Poulet aux prunes, qui est un autre titre de cette autrice. Voilà, donc Persépolis, il y a plein de tomes différents, parce que c'est évidemment l'histoire de l'Iran là, du XXe siècle, est une histoire en cours très complexe. Et Poulet aux prunes, c'est un peu indépendant, mais elle parle aussi beaucoup de sa grand-mère, donc c'est une histoire aussi de transmission grand-mère, petite fille, avec toujours un noir et blanc très parlant et où le corps fait pleinement partie de l'histoire. Voilà, j'ai été aussi très touchée par cette bande dessinée biographique sur Joseph Kessel. Je ne savais pas qu'il avait fait autant de choses dans sa vie, et notamment qu'il avait été exposé à autant de conflits différents en tant que journaliste de guerre. Il s'est retrouvé à être proche de charniers, à raconter des massacres et des choses qu'aucun autre, en tout cas à les couvrir en tant que journaliste. Et là, cette BD est très très fine pour raconter cette vie. Et là, j'ai scanné le passage où il part en voyage de noces au Kenya avec sa femme. Ils avaient déjà repoussé parce qu'il y avait toujours des urgences, des choses. Et en fait, ils se retrouvent là, à ce moment-là, au moment où il y a un coup d'État, une insurrection, des violences, une guerre civile qui démarre, et donc il se met à couvrir ce qui se passe pendant son voyage de noces. Et en fait, là je trouve qu'il y a un contraste entre le début du voyage, qui est un voyage amoureux, de couple, où ils sont encore ces voyageurs occidentaux, on pourrait dire, comme tout un chacun, et en fait il redevient journaliste de guerre en plein milieu, et voilà, donc il y a ce mélange entre les exactions et puis un voyage qui n'avait pas commencé comme ça. Et voilà, je conseille aussi cette bande dessinée. Et enfin, dans cette section, alors non, je sais pas si c'est la dernière, mais alors ça, c'est une bande dessinée américaine absolument passionnante aussi, d'une femme qui s'appelle Alison Bechdel, qui parle beaucoup de psychanalyse. Elle va creuser l'histoire de son rapport, de sa relation avec sa mère,
Et c'est un récit vraiment remarquable parce qu'elle raconte beaucoup ce qui se passe en thérapie, enfin dans ses séances, mais sans que ce soit du tout. Enfin, c'est très très bien fait. C'est pas du tout juste voyeur ou quoi que ce soit. Elle transmet des éléments sur l'histoire de la psychanalyse et des théories de psychologie, là, comme on le voit à gauche par exemple. Elle pose vraiment très rationnellement et quasi scientifiquement ce qui peut se passer dans la psyché. Elle raconte aussi le corps en thérapie. Enfin voilà, son corps est très présent. Elle est illustratrice, donc il y a beaucoup ce corps qui est immobile en train de dessiner. Il y a le corps en séance, et puis il y a comment justement en sortant de séance, elle a besoin aussi parfois de complètement exulter et faire d'autres choses. Voilà, on la voit dans la neige, vivre des expériences fortes. Et donc c'est vraiment un exemple de loupe sur la psyché de quelqu'un, et en même temps le corps est tout le temps présent. Je trouve que c'est vraiment remarquable. Une plongée. Et enfin une pépite. Donc, avant même les affaires sur un Gérard Depardieu, quiconque lisait cette bande dessinée était convaincu que quelque chose ne tournait pas rond, puisqu'il a admis le dessinateur Mathieu Sapin à le suivre pendant 1 an. Et Mathieu Sapin dessine le quotidien et les voyages de Gérard Depardieu. À part fou et dysfonctionnel, je ne saurais pas comment qualifier, mais tout est dessiné, tout est montré dans la bande dessinée. Là aussi, il y a quelque chose de... Évidemment, le corps de Gérard Depardieu il est très présent et il se montre souvent comme un géant. En fait, le dessinateur est dessiné comme un bonhomme minuscule à côté et Gérard Depardieu comme un géant. Et oui, voilà, comme ça. Comme s'il était 3 fois plus gros. Et voilà, son corps est très présent et c'est, comment dire, le corps de l'abus, de la grossièreté, de la violence, et tout est montré. Voilà. Mais là aussi, ça permet, on est un témoin, enfin si, c'est quand même assez violent. Ouais. On peut dire que le lecteur est un témoin de violence, donc il faut le savoir. Et si on n'a pas envie de voir ça, faut pas lire ce livre. Mais si on a envie de voir ce que ça peut être que quelqu'un d'abuseur et violent, on peut lire ce livre. Voilà, c'est mon avis. 4e étape, le corps transformé. Est-ce que vous voyez vous aussi des choses qui dansent sur cette encre d'Henri Michaux? Alors, je partage cette bande dessinée d'un dessinateur assez connu dans son parcours de bande dessinée qui s'appelle Du bruit dans le ciel, et notamment parce qu'il concerne un bout de notre région. Il raconte l'histoire de la base aérienne qui est près de Châteauroux. D'ailleurs, c'est le lieu de naissance de Gérard Depardieu par là. Oui. Donc ça s'entrecroise aussi. David Prudhomme, donc c'est un récit autobiographique, c'est de l'autofiction. Il raconte comme ses parents ont acheté une maison dans ce coin et il a été témoin de tout ce qui s'est passé de cette base aérienne complètement surdimensionnée et extravagante qui est près de Châteauroux, avec une période où c'était des GI américains, une période où ça a été des usines chinoises, une période où ils ont voulu faire... Enfin, il y a eu des projets complètement extravagants, enfin, très gigantesques. Et il raconte ça depuis leur petite maison, avec les animaux qui vivent là, donc le cheval, les voisins, etc. Et les avions qui passent. Là, on voit, par exemple, sur le 3e dessin, comment... Enfin, voilà, il y a une alternance entre... il y a une carte aussi, là, en bas à gauche, donc on voit à la fois le point de vue subjectif de être dans cette maison, grandir, être un enfant, et en même temps, des infos, là aussi, très précises de, voilà, comment la base est en train d'être transformée, les trajets, la topographie, et les pollutions aussi afférentes, les routes qui changent, la bétonisation, l'économie, enfin, c'est vraiment très intéressant sur l'étude d'un territoire, mais voilà, à partir du regard et du corps d'un enfant, en fait, et d'une famille. Sur cette question-là du corps témoin et du corps en politique, enfin d'utiliser d'une certaine manière son corps comme un fil conducteur d'enjeux politiques. Il me semble que Le droit du sol d'Étienne Davodo est aussi remarquable et c'est un classique de la bande dessinée. Étienne Davodo, c'est aussi un auteur plutôt de la région côté Angers, Anjou.
et qui a écrit une BD qui s'appelle Loire, que vous avez peut-être croisé dans toutes les librairies ces derniers temps. Droit du sol, donc là j'ai scanné la planche sur laquelle il retrace son parcours. Il s'est demandé ce que les humains faisaient du sous-sol sur un temps très long, depuis les hommes préhistoriques jusqu'à Bure, qui a été choisi comme village d'enfouissement de déchets nucléaires du côté au-dessus du Morvan, comme on le voit sur la carte. Et il relie ces 2 points à pied, et il en profite pour interviewer des spécialistes et poser cette question, en partant de ce qu'il peut peut-être y avoir de plus beau ou de très beau, disons comme les grottes ornées de Pêche-Merle, jusqu'à ce qu'il peut y avoir de éventuellement monstrueux comme des déchets nucléaires. Avec la marche comme fil conducteur. Voilà. Je vous en dis pas plus, c'est fait pour vous donner envie de le lire. Le corps endeuillé, alors cette BD qui s'appelle Gold Star Mothers, je l'ai trouvée vraiment très intéressante pour parler du deuil, mais aussi pour parler d'un épisode qu'on ne connaît pas très bien, puisqu'il s'agit d'un voyage organisé par les États-Unis, ou par la France d'ailleurs, je ne me souviens plus. Par les États-Unis, merci. Pour les mères de soldats américains morts en France pendant 14-18, et qui sont donc loin de la tombe et de la dépouille de leur fils. Et la France, leur a offert ce voyage tout ensemble, donc on les voit. Les États-Unis, pardon. C'est les États-Unis qui payent. Okay. Oui. Ok. Donc elles prennent le bateau, le bus, etc. pour aller jusqu'à Verdun. Et on les voit, on les suit du premier jour de ce voyage jusqu'au dernier. Et je trouve par exemple dans la planche de gauche là, du bus qu'on voit vraiment leur visage et leur corps émus par le deuil, émus par leur perte et la tristesse en arrivant à Verdun. Et voilà, je trouve que c'est aussi une BD très intéressante. Est-ce que tu veux... Non, voilà. Alors c'est un épisode triste, mais il y a plein de vie aussi, puisqu'il y a des amitiés qui se font entre ces femmes, il y a différents âges, il y a parfois des fiancées, des mères, des sœurs, donc c'est très vivant, en même temps c'est triste aussi. Oui et non, parce qu'en fait, ce qui ressort, moi j'ai trouvé, c'était que les États-Unis avaient financé très largement, et donc ça tournait un voyage presque festif, parce qu'ils étaient logés au Ritz à Paris. Elles avaient des moyens incroyables pour ce voyage. Et je trouve que justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est un voyage de deuil pour aller sur les lieux où sont morts leur mari, leur fils, leur frère, enfin n'importe. Moi, j'ai pas ton avis, si tu veux. Je trouve pas que ce soit triste. Au contraire, c'est elles profitent en fait. Elles font un voyage touristique en France qu'elles ne connaissent pas. Elles sont ravies. Elles voient des Paris sous son plus beau jour. Et je trouvais ça assez étonnant. D'autant plus étonnant qu'il est dit dans la postface que c'était réservé, ces voyages presque de luxe, aux femmes blanches, et que les noirs ont eu droit finalement, on s'est dit quand même, elles ont aussi perdu certaines maris, frères ou enfants, et alors on leur a fait un voyage, mais un voyage au rabais, quoi, avec 3e classe, j'ai trouvé que c'était vraiment... Comme tu dis, c'est quand même un épisode qu'on connaît. Enfin, moi, je connaissais pas du tout, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Oui. C'est vrai qu'il est bien mis en valeur, là, dans la BD. Et donc, c'est une histoire vraie, on voit une photo à la fin. Et puis, oui, les dessins sont spécialement, je trouve, agréables aussi. Enfin, c'est une aquarelle avec beaucoup de texture. Alors là, je vois entre 1930 et 1933. Le Congrès américain organise les pèlerinages dits Gold Star Mothers. Oui, donc c'est largement après la Première Guerre mondiale. Oui, voilà, avant la deuxième. Alors, pour finir notre tour dans la bande dessinée, et pour
parler de l'altérité, on va dire, du corps de l'autre. Cette bande dessinée qui est vraiment un classique et un chef-d'œuvre qui s'appelle La Dernière Reine, d'un auteur qui s'appelle Rochette, qui vit dans la montagne, dans le Vercors, qui connaît très très bien, il me semble, Vercors ou Alpes, qui connaît, pas loin, qui connaît très très bien la montagne et qui tisse un récit, qui entrecroise un récit entre là aussi une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, un homme qui est défiguré et qui va chercher à reconstruire son visage, notamment avec un masque, parce qu'à l'époque on avait cherché des moyens de récupérer une forme de visage, et donc il rencontre une femme qui est sculptrice et qui s'est spécialisée dans la reconstruction de visage des gueules cassées, et en même temps il rencontre le dernier ours de sa vallée, et voilà, et l'auteur tisse des rencontres. Et donc il y a à la fois la confrontation au corps alors attendez, pardon, comme on dit, les gueules cassées, mais c'est un corps mutilé, voilà. Et puis la puissance de l'ours, donc il y a aussi des rencontres voilà, dans la montagne, avec la peur, le froid, l'aridité, la peur de mourir aussi face à la puissance de l'ours, et puis en même temps une histoire d'amour entre non, je vous dis pas, entre la gueule cassée et quelqu'un d'autre qui est très belle dans la vallée, voilà. Et puis le corps animal, c'est l'histoire vraie d'un explorateur canadien qui s'appelle Jacques Audubon et qui a été un des pères de l'ornithologie moderne, qui a été aux États-Unis, qui a traversé les États-Unis d'Amérique avec le projet de dessiner tous les oiseaux qu'il allait rencontrer et d'en faire des planches ornithologiques à la manière des planches botaniques du XVIIIe siècle à l'époque. Donc c'est très beau. On voit aussi là ici l'abondance des oiseaux qu'il y avait à l'époque. Enfin, c'est vraiment, donc les oiseaux sont très présents. Il y a une abondance complètement incroyable dans ce territoire. Ils sont très bien dessinés et en même temps il y a un paradoxe incroyable, c'est que à l'époque, pour dessiner ces planches et dessiner les oiseaux, ils les tuaient et ils mettaient du fil de fer à l'intérieur et ils leur donnaient des postures en vol, ou ils dessinaient les oiseaux morts. Ce qu'on ne voit pas du tout sur ces planches. Sur ces planches, on dirait des oiseaux saisis sur le vif, mais en fait, non, il y avait d'abord l'opération de les tuer. Donc voilà, là aussi, il y a le paradoxe du corps animal, et c'est une très belle BD historique. Et enfin, le corps double, ça c'est aussi un trésor. Ça, c'est un livre qui s'appelle Peau d'homme, qui est un conte, qui raconte l'histoire de cette jeune femme dans un genre de, peut-être, Italie du 18e, un peu, mais imaginaire, enfin... c'est un conte de cette femme qui tombe amoureuse de quelqu'un, d'un homme, mais qui, avant de se marier, aimerait bien savoir vraiment qui il est. Et il se trouve que sa tante, sa tante marraine, lui apprend que dans la famille, elles se transmettent dans un coffre une peau qui permet de se changer en homme. Et donc elle va infiltrer le groupe de son fiancé sous la forme d'un homme, et pouvoir l'observer ainsi et vivre des choses que je ne vous révèle pas. Je vous invite à lire cette bande dessinée pour le savoir. Donc c'est extraordinaire parce que cette femme fait l'expérience d'être un homme et d'être une femme. Et elle vit pleinement l'expérience de chacun de ces genres, et c'est raconté dans la bande dessinée. Donc, c'est très rare. Alors, début de conclusion. Donc ça, c'est la notion sur laquelle je suis tombée hier. Il s'appelle le corps imaginal. Donc, Henri Corbin, c'est un philosophe français spécialiste de philosophie et de pensée islamique, notamment perse et arabe du XIIe, XVe, XVIe, XVIIIe siècle. Donc de ce que j'ai pu faire comme micro-recherche depuis hier, j'ai pu voir que l'imaginal, c'est un intermonde entre le sensible et l'intelligible. Alors il y a une différence aussi entre cette notion d'imaginal telle que Henri Corbin l'a formulée, c'est-à-dire celle-ci, et ensuite c'est un concept qui est emprunté à la philosophie islamique du XVIe, XVIIe siècle, et là c'est encore un monde un peu plus vaste, enfin beaucoup plus vaste. Donc ça je le maîtrise pas, celui-là. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que ce monde de l'imaginal est un intermédiaire entre le monde des idées et le monde sensible. Pour être plus exact, il est ce qui rend possible le passage de l'un à l'autre. Et donc j'ai trouvé ça intéressant comme espace de rencontre et de synthèse entre le sensible et l'intelligible.
Avant-dernier extrait absolument savoureux dont j'ai envie de parler, puisqu'on a parlé Là, on a parlé de beaucoup de corps qui s'expriment, etc. J'ai envie de jeter un grand pavé dans la mare avec ce détour dans l'histoire, un livre merveilleux qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de cette journaliste et autrice féministe qui s'appelle Titiou Lecoq et qui se permet de nous rappeler un épisode, un passage de l'histoire que j'ignorais totalement et que je vais partager avec vous parce que vous allez voir, c'est surprenant. Alors, donc j'ai appelé le corps enclos. Alors, donc elle parle, donc c'est chapitre par chapitre depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Elle raconte en fait aujourd'hui où en est la recherche historique par rapport à la place des femmes dans cette époque, et elle propose de réécrire, enfin d'intégrer en fait les femmes dans l'histoire telle qu'elle est écrite. Là on est au Moyen-Âge, elle a appelé ça les femmes baptistes des cathédrales, et elle parlait du beguinage juste avant, dans ce passage, ces communautés de femmes qui n'étaient ni mariées ni religieuses, qui pouvaient avoir ce tiers espace, on va dire, de vie. Et elle raconte: il existait une autre possibilité pour les femmes, se faire enclore. En gros, se faire emmurer vivantes. Les recluses étaient volontaires. Elles en faisaient la demande et étaient soigneusement sélectionnées. Le jour dit, la recluse était accompagnée par un cortège. Elle recevait l'extrême onction, comme si elle allait mourir. D'ailleurs, dans la cellule où elle allait être enfermée, on avait déjà creusé sa tombe. Pendant la cérémonie d'intronisation, la recluse s'y allongeait, exactement comme pour un enterrement. Il s'agissait de sortes de funérailles anticipées, auxquelles la future défunte avait la chance d'assister. Et puis on fermait les portes de la cellule, soit à clé, soit on murait carrément le passage. La recluse passait le reste de sa vie dans cette pièce, jusqu'à sa mort. On recommandait des espaces de 9 mètres carrés, 3 sur 3, et un dénuement à peu près total. Il y avait une fente sous la porte, ou en bas d'un mur, pour évacuer les excréments, et une petite fenêtre à barreaux, dite fenestrelle, donnant sur la rue parce que la recluse vivait de l'aumône des passants qui lui glissaient à manger par cette ouverture. Mais pourquoi filer gratuitement à manger à quelqu'un qui avait délibérément décidé de se faire enfermer? Parce que la recluse occupait une fonction sociale précise. Elle priait pour les habitants de la ville. Parfois d'ailleurs, c'était la ville elle-même qui la nourrissait et l'habillait. Elle était en quelque sorte déléguée à la pénitence. Ces reclusoires se trouvaient un peu partout dans les villes de France, parfois accolés à une église. Dans ce cas, il y avait une autre petite fenêtre pour assister à la messe. Collée à un pont, à un mur d'enceinte, près d'un hôpital. Bien sûr, il valait mieux être dans un lieu passant, sinon on risquait de mourir de faim. Il faut donc imaginer que c'était une vision habituelle à l'époque. Elles étaient à la fois mortes au monde et en même temps, elles parlaient aux gens de la rue, elles faisaient des prédictions, elles pouvaient donner des conseils. C'était aussi là qu'on entendait les dernières nouvelles, parce que la recluse, pour peu qu'elle soit stratégiquement située, était au courant de tout. Les volontaires ne manquaient pas. Les reclusoires ne restaient jamais vides bien longtemps. Penser que certaines femmes demandaient volontairement à être emmurées vivantes nous laisse entrevoir à quel point les mentalités ont changé, et comme l'écart est vertigineux entre leur vision du monde et la nôtre. Une vision pour elles et eux entièrement codée par le religieux. Outre que la recluse avait besoin des autres pour qu'on lui donne à manger, son geste n'avait de sens que vu par toutes et tous. Elle leur rappelait leurs péchés et priait pour la communauté. Elles étaient des sortes de protectrices spirituelles de la cité. Pourquoi faire ce choix de vie? La vocation religieuse jouait bien sûr un rôle, d'autant que pour entrer au monastère il fallait de l'argent, sous forme d'une dot puisqu'on se mariait à Jésus. L'entrée au couvent n'était donc pas accessible à toutes. Le reclusoire pouvait être une alternative pour celles qui voulaient mener une vie de piété. Mais si on retrouvait tant de femmes dans les reclusoires, cela nous dit aussi quelque chose de la condition féminine. À l'époque, les femmes seules étaient marginalisées. Le reclusoire était une manière de se mettre à l'abri pour des femmes qui n'avaient pas d'hommes pour les protéger. Des femmes pauvres qui avaient sans doute vécu des événements douloureux pouvaient trouver un refuge matériel et un réconfort psychologique et spirituel à remplir cette fonction sociale valorisée.
On retrouvait cette pratique dans toute la France. Ainsi à Paris, dans le quartier des Halles, vers la Fontaine des Innocents. Au Moyen-Âge s'y trouvaient l'église et le cimetière des Innocents, et à cette église étaient accolés des reclusoires. On a même le nom de certaines recluses. La pratique disparut à la fin du XVe siècle, et l'historienne Paulette L'ermite Leclerc souligne la concomitance entre la fin des reclusoires et l'apparition des peines judiciaires d'emprisonnement à perpétuité. La notion même d'enfermement était en train de changer. Au Moyen-Âge, la réclusion était perçue comme une forme de perfection chrétienne, alors qu'elle prend par la suite le sens de punition. Ces espaces ont complètement disparu de nos villes, en même temps que la pratique s'effaçait de nos mémoires. Quand les reclusoires se sont vidés, ils n'avaient plus aucune utilité, on les a détruits. On en trouve seulement la trace dans la toponymie. Certaines villes conservent une rue de la Recluse ou un quartier du reclusoire. Il y a un roman assez connu où une recluse joue un rôle important. C'est Notre-Dame de Paris. Ah oui, ouais. Ok. Ah voilà, alors... Si tu as l'occasion de tomber dessus, c'est un sacré personnage. Donc voilà, bon, moi j'ai été estomaquée de découvrir cette chose, qui est évidemment un extrême du corps contraint, enfin contraint et auto-contraint d'une certaine manière, enfin contraint dans l'histoire. À l'opposé de cette contrainte dans 9 mètres carrés, notre héroïne Rosa Bonheur, cette femme peintre tout court et peintre animalière du 19e siècle. Voilà, il y a cette biographie de Gonzague Saint-Brice qui donne beaucoup son avis sur la chose, donc voilà, je pense qu'il y a d'autres biographies peut-être un peu plus... où l'auteur se positionne d'une autre manière, mais néanmoins il raconte ce passage dans lequel elle obtient le droit de s'habiller en pantalon, et notamment du fait de ses activités... Voilà, j'ai trouvé que c'était un exemple de corps libre, à la fois, voilà, parce qu'elle a eu son mode de vie tout à fait sur mesure, pour exercer son talent, sa vie amoureuse, son mode de vie avec des animaux. Elle a vécu avec des lions, donc c'est quand même une forme extrême de liberté et de colocation. Et donc je vous lis ce petit passage. Il vient de parler aussi de George Sand et de Rosa Bonheur, et il dit « Reconnaissons qu'il faut un certain toupet pour s'habiller en homme à l'époque de la crinoline naissante, et s'affranchir ainsi des convenances, ce que vont bientôt comprendre les militantes féministes, tentant dans la seconde moitié du siècle d'imiter ces deux modèles français. Mais ce n'est pas si facile, car la loi interdit expressément ce travestissement, et les contrevenantes risquent encore la correctionnelle. Il faut en conséquence une autorisation en bonne et due forme pour le faire, et il va sans dire, pour des raisons valables. La raison, Rosa Bonheur la trouve bientôt. Les marchés de chevaux et de bestiaux, dans cette France de la monarchie de Juillet comme celle de l'Ancien Régime, sont interdits aux femmes, mais pas aux artistes. Or Rosa Bonheur est à présent considérée comme une véritable artiste animalière. Sollicité par Montval après certificat rédigé, le préfet de police coupe donc la poire en deux, en lui permettant de s'y rendre, à la condition qu'elle soit vêtue en homme, ce qui ne provoquera en principe aucun scandale. Il s'agit là d'un véritable tour de passe-passe réglementaire. Mais ce n'est pas tout. La jeune femme ne se contente pas de déambuler dans les marchés travestie en homme. La voilà qui vient de prendre l'habitude de fumer le cigare ou la cigarette, quand ce n'est pas la pipe, ce qui accentue l'aspect masculin de sa personnalité. Allant plus loin encore, elle finit par se demander pourquoi adopter cette tenue sur les marchés seulement, et pas dans son atelier où elle a également besoin d'être libre de ses mouvements. L'habitude est vite prise, et c'est désormais en pantalon et en blouse qu'on la voit si épanouie, si malicieuse, même si elle a toujours une robe à porter, prête à être enfilée lorsqu'il ne faut pas choquer quelques clients d'importance. Telle est la nouvelle silhouette de l'artiste popularisée par la gravure d'abord, la photographie ensuite. Voilà, et en vertu même du choix de peinture, mademoiselle Bonheur est obligée de courir la campagne, de pénétrer dans les fermes, de voir les marchés. Elle fréquente nécessairement les pâtres, les valets, les maquignons, tout dans sa parure et d'une simplicité rare.
il fallait tailler son corsage en veste, elle fait tailler son corsage en veste et ne l'orne d'aucune dentelle ni d'aucune broderie. Ses chiffons délicats et futiles ne tentent pas sa coquetterie. Presque toujours, elle porte un chapeau dépourvu de garniture et trop grand pour sa tête. Il retombe sur son cou, faute de cheveux pour le retenir. Dans la rue, elle a complètement les allures d'un homme. Impossible de deviner son sexe. Elle marche très vite, d'un pas ferme, baissant la tête, ne regardant personne et toujours sous l'empire de quelques préoccupations. 2 gros chiens, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, l'escortent dans chacune de ses sorties. Voilà, donc un exemple de grande liberté. Et enfin, la vraie conclusion de la conclusion avec cet auteur qui s'appelle Yannick Haenel, dont je n'avais rien lu avant ça, mais qui est très invité et présent aujourd'hui dans les médias, parle de littérature. Pour cette petite collection, les auteurs sont invités à côtoyer une œuvre de la Réunion des musées nationaux de très près et d'en faire des textes. Et pour lui, il a eu la chance de pouvoir être avec la Dame à la licorne au musée national du Moyen-Âge de Cluny à Paris, qui a une salle réservée à ses 6 tapisseries depuis 2015, qui est une splendeur avec des murs noirs et puis des bancs au centre de la pièce qui permettent de se tourner et de voir ces 6 tapisseries. Et voilà, pendant que je vais vous donner la lecture de quelques extraits, je vous montre cette tapisserie qui s'appelle « À mon seul désir », qui est la 6e. Il y a une idée que les 6 tapisseries de la Dame à la licorne, que les 5 correspondraient aux 5 sens, et le 6e à mon seul désir qui serait assez énigmatique, mais les autres on dit ça c'est le toucher, ça c'est la vue, ça c'est l'odorat, ça c'est... Voilà. Et donc il vient re-questionner cette chose-là, cette correspondance entre les tapisseries et les sens. Et donc je vous propose ces quelques extraits. Vous notez sur votre cahier, trouvez les phrases qui réveilleront la puissance poétique des tapisseries de la Dame à la licorne. Vous contemplez ces scènes d'intimité, ces femmes enveloppées dans des instants suspendus avec des fleurs, de la musique et des animaux. Il n'y a pas d'homme. Vous pensez, c'est ça le monde féminin. Vous prononcez la phrase de Baudelaire, oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l'infini des sensations. Les phrases commencent à glisser en vous, et vous savez que c'est le début. Vos pensées vont venir peu à peu comme des flammes douces. Les jeunes femmes sont seules, d'une solitude grave et sereine, une belle solitude qui ne s'adresse à personne, qui semble rassembler du temps, beaucoup de temps, un temps fragile et dense composé de désirs. Vous pensez au mot délicatesse, au mot secret, et à nouveau au mot poésie. Vous haussez les épaules. Pourquoi enfermer ces gestes dans les conventions de l'allégorie? Pourquoi en réduire la poésie? Regardez le corps de la dame. Regardez-le littéralement. C'est lui le sujet de ces tapisseries. C'est lui qui porte jusqu'à vous. C'est lui qui porte le secret jusqu'à vous. C'est ce corps habillé de soie qui invente l'érotisme si étrange dans lequel, au fil des pages de ce livre, vous allez entrer. Alors ces tapisseries, non, elles ne représentent pas le goût, pas seulement. Cette tapisserie, vous la rebaptisez, vous l'appelez la Dame à l'oiseau. Les autres tapisseries suivent, et votre intuition les transmet simplement au mouvement qui les fait respirer. Ainsi, la 2e, celle qui représente la dame jouant d'un orgue dont la jeune suivante actionne les soufflets, vous la nommez Dame à la musique. Celle qui tient un miroir ovale où se reflète, patte avant sur ses genoux, l'image de la licorne, c'est la Dame au miroir. Celle qui arrange une couronne d'œillets que la suivante lui tend sur un plateau, vous lui donnez le nom, ça semble une évidence, de Dame aux fleurs. Celle qui porte la main gauche à la corne torsadée de la licorne et de la droite tient la hampe d'une lance à bannière, Dame à l'étendard. Enfin, vous cherchez un nom pour celle qui, à l'entrée d'un pavillon de damas bleu dont les broderies de flamèches d'or vous font signe, tient un voile d'où débordent des joyaux. Il y a un coffret ouvert, présenté par la servante. Vous notez dans votre cahier « Dame au trésor ». Car il n'existe pas 5 sens, ni même 6 ou 7.
Les sensations sont libres. Elles se dédoublent, elles triplent, s'enchevêtrent, se multiplient. Les 5 sens désignent une idée restreinte du corps. Ils n'affectent que les vieux corps, les corps caducs, ceux qui sont travaillés par le code. Il n'y a pas 5 sens, il y en a 1000. Il y en a autant qu'il y a de corps en vous. Et lorsque vous entrez dans ce qui s'ouvre d'une œuvre d'art, vous avez 1000 corps, des centaines d'oreilles, des centaines de manières de toucher, de goûter, de voir. Vous devenez un territoire vibrant où sont pulvérisées les perceptions ordinaires. Les 5 sens tourbillonnent violemment, jetés hors de leurs limites, et s'abreuvent des 1000 détails qui les changent en lueurs mouvantes. Où vont les sensations? Où passe ce dont on fait l'expérience? Les phrases peuvent le dire. Elles seules maintiennent l'émotion, la violence libre qu'opère sur un corps une sensation. C'est un baptême en cascade qui met en vie un corps, qui le fait apparaître. Au cœur d'une œuvre d'art, il y a cette puissance, une puissance poétique, un poème. C'est ce poème que j'ai entendu lorsque les premières fois je suis venue voir les tapisseries. C'est lui qui m'a fait revenir. C'est lui qui déjà déclenchait chez moi des phrases, le début d'un livre. Plus tard, lorsque je suis revenue au musée de Cluny, le poème a commencé à se réserver. Il n'y avait plus qu'un filigrane, une splendeur timide, l'interrogation malicieuse des cachettes. Comment, dit Heidegger, entrer dans ce que l'œuvre a ouvert? Je venais voir ce rouge, ces fleurs, ces visages dorés, et je trouvais de plus en plus de distance. La beauté vous attrape avec un murmure violent. Alors vous lui offrez votre disponibilité. Mais en vous exposant à son abondance, vous faites l'expérience de ce qui se dérobe. Comment est-il possible que l'abondance vienne avec ce qui se dérobe? C'est bon signe, me disais-je, si une œuvre se dérobe jusqu'à brouiller les bonnes idées qu'on peut avoir à son propos, c'est qu'elle se met à agir. C'est à proportion de la distance qu'elle provoque que le poème en elle s'anime. Je me disais, plus grande est sa réserve, plus ample sera son rayonnement. Une œuvre d'art vous donne accès à un corps, au corps qu'elle vous fait, car il ne s'agit pas d'entrer dans la tenture pour y vivre, encore moins pour en reconstituer la trame. Les œuvres n'existent pas pour se substituer à nos désirs, ni pour guérir un manque. Il s'agit de faire l'expérience de son propre désir en l'exposant à celui qui vibre au cœur de l'œuvre. Le rapport que l'on a avec une œuvre dépend ainsi de ce que l'on dégage dans sa vie pour l'accueillir, et de la manière dont on s'engage dans ce rapport. C'est le début de la vie poétique. J'avais avec moi ce jour-là une phrase de Walter Benjamin. Cette phrase disait que le passé reçoit toujours l'empreinte du présent, que celui qui se penche vers une œuvre ancienne allume la mèche de l'explosif qui gît dans ce qui a été. Quelqu'un se concentre plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines, plusieurs mois. Le passé tout entier se réveille dans son corps et continue en lui à imaginer des poèmes. Que le passé dorme dans un musée, au cœur d'une tapisserie ou dans un livre importe peu. Peu importe sa date, c'est son action qui compte. L'action longue de son réveil dans un corps présent. L'alcool de la joie qu'il diffuse en se retrouvant vécu par des yeux, une gorge, une main qui en rafraîchit la nouveauté. Cette action le sort de son musée, l'extirpe hors de son histoire, le transmet à la rue, aux gestes, aux phrases et à la création infinie du temps nouveau. La dame à la licorne, cette femme formée du faisceau de 6 visages et d'une formule qui les baptise, n'est-elle pas la créature même de l'aura? N'est-elle pas cette forme même qui tient en réserve la possibilité du lointain et qui en relance pour vous l'existence? Merci.
Ben, bravo Olivia, parce que c'était pas facile comme sujet. Ouais. Voilà, merci pour votre écoute très attentive. Je suis à votre disposition pour revenir sur une de ces œuvres ou écouter vos questions et vos remarques. Voilà. À votre disposition. Sur mes choix aussi, c'est des partis pris. Est-ce que vous êtes intéressé au corps du comédien? Oh là là, spectacle vivant. Corps du comédien, pas particulièrement. Mais pourquoi pas, mais je n'ai pas creusé le sujet. C'est-à-dire celui... De quel point de vue? Beaucoup de points de vue. Ouais, c'est pour ça. Celui qui joue, celui qui observe, celui qui travaille, celui qui... Le cinéma, le Je théâtre. pensais effectivement surtout à celui qui joue. Ouais. Il se dédouble. Ouais. Qui joue un personnage. Ouais. Pour moi, la réalité dépasse la fiction. Donc, je sais. Moi, je pensais le corps en religion, c'est-à-dire que le corps en souffrance est exalté à la religion chrétienne. Le corps effacé aussi chez le somme, enfin l'ermite, etc. Le corps en lutte avec Saint-Antoine, par exemple. Et puis, dans la religion, chez les bouddhistes, le corps qui est présent, mais quelque part, enfin, comment dire, qui fonctionne avec, vous pourrez dire l'âme, mais en même temps qui est canalisé, tout en étant là. Enfin, c'est toujours assez subtil. Et c'est moins dichotomique, à mon sens, que dans la religion chrétienne, par exemple. À la fois, effectivement, il ne faut pas qu'il déborde. On va le nourrir un minimum, mais on en tient compte. Il est là. Alors que dans la religion chrétienne, c'est cette espèce de lutte constante. Enfin, le corps, c'est le siège du péché, donc c'est toujours de la souffrance. C'est bien ça, d'ailleurs, qui me rend la religion chrétienne assez inamicale. Je trouve que cet épisode historique des recluses parle beaucoup de ça, de que la perfection de la pénitence serait de vivre dans une cellule de 9 mètres carrés, c'est quand même frappant. Donc oui, je comprends. Il y a le corps érotique de la chair, j'ai chouille un peu ça. Enfin, comment c'est pas le... Alors, mais dans le bouddhisme, et donc là aussi je ne suis pas une spécialiste, mais le désir est ambigu aussi. Parce qu'on estime que le désir est source de malheur. Donc plus on va apaiser le désir, et plus le bonheur sera stable, et la sérénité sera constante. Et donc, voilà, la vie et l'élan vital, et on est invité dans le bouddhisme à le trouver ailleurs que dans le désir. Donc ça, c'est une différence. Mais on peut ouvrir la discussion facilement. Mais le corps des saints, oui, c'est sûr que c'est un sujet énorme. Parce qu'il y a à chaque fois de la souffrance physique qui conduit, entre guillemets, à la sainteté. Enfin. Il y a aussi le corps de la femme objet. Du désir, mais objetisé. Oui, alors j'ai pas du tout, pourtant je suis féministe convaincue, mais j'ai pas axé du tout mon propos sur cette question-là. Ça affleure comme ça, notamment avec ce livre et d'autres, mais j'ai pas accès corps des femmes, émancipation, etc. Ouais, ça aurait pu. Mais... Alors si, avec Rosa Bonheur, un petit peu montrer ce que c'est qu'une émancipation des codes genrés et sociaux de son temps. Voilà, ça, je l'aborde avec ça, mais... C'est pour les gravures, je pensais aussi au corps avec les piercings, avec ces pratiques, des peintures rituelles, et aussi qui sont complètement récupérées à notre époque, qui n'est pas tatoué à notre époque. Le corps tatoué. Oui, généralisé. Ouais. Alors ça, en littérature, je ne sais pas trop, parce que là, je n'ai pas vraiment vu ça émerger. Mais je trouve que Pénac en parle très bien dans son introduction quand il dit que le corps n'a jamais été autant exposé, et pourtant on en parle, il est
il les tue en même temps. Donc on peut... Il y a aussi ce paradoxe peut-être dans le tatouage aussi d'une certaine manière. On peut dire que c'est très visible, on se l'approprie et en même temps la question reste toujours qu'est-ce qu'avoir un corps et qu'est-ce qu'on en fait. Même s'il est tatoué, même si... Le sujet est vaste. Oui. Oui, voilà, j'ai choisi c'est parti pris, manière de le... Est-ce que tu trouves que la bande dessinée, que le dessin apporte quelque chose au niveau... Oui. Oui, bien sûr. Oui. Alors après, il n'y a pas de plus ou de moins par rapport à la littérature, mais bien sûr que... Comment dire, notamment par exemple Céleste Cruchaudet, moi j'aurais pas, en tout cas moi, fait de formulation telle sur le corps de Proust. Mais bon, c'est peut-être évident, hein. Mais je trouve que là c'est très visible, quoi. C'est vraiment le corps de l'écrivain au quotidien, dans son espace. Et donc ça, oui, la bande dessinée le rend palpable. Le fait mieux ressortir. Oui, et partageable, je trouve. C'est en même temps le corps dont Céleste s'occupe, c'est son boulot. Aussi. Oui. C'est le rapport à l'écrivain qui passe par s'occuper de son corps. Oui, mais elle est aussi le standard téléphonique, elle est aussi, elle fait la cuisine, l'administratif. Elle reçoit, elle le bichonne. Elle filtre les gens, elle fait tout, quoi. Le choix de ce métier, c'était parce que vous aimiez, en tant que danseuse, voir les corps, non? Un peu ça. Oui, je pense, enfin, moi... Justement, il vit, enfin, dans la danse, il est là, il est très présent. Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est un instrument pour moi, et c'est un instrument, même quand je danse pas, je m'entraîne, attention, hein, je suis pas... Voilà, Jeux Olympiques, mais je fais en sorte d'avoir un corps prêt à danser tout le temps, et surtout aussi pour pas me blesser. Enfin, c'est toujours ça aussi, c'est quand on est passionné, voilà, par une activité, je dis, il faut que je puisse la faire le plus longtemps possible. Donc, comment je prends soin de mon instrument, en fait. Donc oui, le corps est présent au quotidien, et c'est peut-être ça qui m'a fait voir tout ce point commun-là de toutes ces histoires, peut-être. Après, j'espère vous l'avoir mis en évidence aussi pour vous, et que donc il soit visible. Mais c'est vrai que oui, c'est mon prisme à moi. Ouais. Bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour nourrir votre corps? Autrement qu'un tube. J'espère que les extraits de... Mélinotan, c'est génial, ça, le début. Elle est Dieu. Et c'est ce carré de chocolat qui va la faire naître. Ah oui, j'ai pas pris d'extrait du carré de chocolat, mais la chute de la fenêtre, j'ai trouvé ça... Et c'est vrai, hein. Sans peur. Il n'y a aucune peur à aucun moment, il n'y a que de la jubilation, que de la joie. Mais c'est totalement authentique en plus, c'est ce qui lui est arrivé. C'est assez extraordinaire. Bon, allez. Voilà, merci.